Bonjour chers élèves, toujours on enchaîne avec les cours de sciences de la vie et de la Terre de 3e année de collège. On court sur le cours de l'immunologie. Rappelez-vous, on a vu que les microbes sont très diversifiés. On trouve qu'il y a des virus, des bactéries, des champignons, des protozoaires. Ces micro-organismes, certains sont pathogènes, certains non pathogènes sont utiles comme les levures, comme les pénicilliums, mais la majorité sont pathogènes. D'où provient cette pathogénicité? On a vu qu'il est lié à leur pouvoir à se multiplier, le grand pouvoir de multiplication, la formation ou la production des toxines, des substances toxiques, la formation et aussi la présence de capsules chez certains bactéries. Mais ces micro-organismes, s'ils réussissent à pénétrer dans l'organisme, vont causer des maladies. Mais comment l'organisme se défend-il? C'est ce qu'on va voir. Je vous invite, chers élèves, à observer ces deux photos. Regardons dans la première photo, un médecin palpant les ganglions chez cet enfant. Un ganglion, il fait partie, c'est un organe du système immunitaire. Pourquoi? Donc, pour savoir s'il y a une réponse immunitaire, s'il y a une défense lorsqu'il contracte un microbe, donc une réponse se déroule dans l'organisme, des réactions se déroulent. Regardons dans l'image à côté, protection contre la variole par l'inoculation. Donc la variole, c'est une maladie qui affecte l'organisme, par l'inoculation avec la vaccine. Donc c'est un vaccin produit par Edward Jenner. C'est un chercheur. C'était en 1749-1823. On s'interroge comment l'organisme arrive-t-il à se défendre contre ces agents pathogènes? Quelles sont les différentes réactions qui se développent pour limiter la multiplication des microbes dans l'organisme? Donc on pose la question, comment notre organisme se défend-il face à tous les micro-organismes qui nous entourent. On va commencer par l'immunité naturelle, les barrières naturelles. Quelles sont les différentes barrières? Donc l'organisme possède des barrières qui se posent à la pénétration des microbes. Quelles sont ces barrières? Elles sont de deux types. Regardons les barrières chimiques, les larmes, muqueuse nasale, salive, la sueur, pH C de 3,5, donc pH acide, c'est-à-dire il va s'opposer contre les microbes, il va détruire les microbes. Suc gastrique, le pH C de 1, il est à peu près de 1 à 1,5. Ici, on a l'existence de spermidine, donc au niveau, il y a ici des substances qui s'opposent aux micro-organismes chez l'homme. Ces sécrétions vaginales et aussi des sécrétions vaginales chez la femme. Toujours un pH acide qui se pose à la vie des microbes. À côté de ces barrières chimiques, on a aussi des barrières mécaniques comme la peau. Donc cette peau elle se pose à l'entrée des micro-organismes, à la pénétration, et les muqueuses qui tapissent les parois intérieures des voies à l'intérieur de l'organisme, les voies respiratoires. Et aussi, ce qu'on peut conclure ici, donc les barrières sont de deux types, barrières mécaniques, épiderme épaisse, muqueuse qui emprisonne les microbes, les mouvements des cils, et des barrières chimiques qui sont les sécrétions acides, la sueur et les larmes. Donc ce sont des molécules, ces substances acides qui détruisent les microbes. Toujours dans le cadre de l'immunité naturelle, on voit, chers élèves, ces barrières, s'il y a, sont lorsque la peau, par exemple, a subi une blessure, lors d'une blessure, qu'est-ce qu'on observe? Il y a des modifications au niveau de cette blessure, ce qu'on appelle une inflammation. Si on observe, on prélève une goutte au niveau de cette blessure, qu'est-ce qu'on observe? Donc, il y a un ensemble des globules blancs et il y a des bactéries. Donc, il y a une réponse ici. Ce sont des
sont des cellules de grande taille et qui sont en contact avec ces micro-organismes. Donc ces grandes tailles, ces cellules de grande taille, évidemment, font partie du système immunitaire. C'est pour défendre, c'est pour entourer ces micro-organismes. Ce sont des soldats qui vont s'opposer à l'expansion de ces micro-organismes. Donc ils vont les avaler pour les internaliser à l'intérieur. Puisqu'ils vont avaler ces micro-organismes, on va les qualifier de macrophages. Ce sont des macrophages, macro de grande taille et phage, c'est-à-dire qu'ils avalent. Aval, c'est pour l'internaliser à l'intérieur et pour éliminer ces microbes. Donc, voyez-vous, si je vous demande quels sont les signes de cette inflammation, donc on voit qu'il y a une rougeur, un gonflement, donc il y a cette place à ce niveau, donc il y a un gonflement, et une sensation de chaleur, une augmentation de température et une douleur qui se développe au niveau de la plaie. On parle d'une réaction inflammatoire de l'organisme. Et sans doute, on va s'interroger, d'où provient, comment peut-on expliquer, chers élèves, ces 4 signes? Je vais vous expliquer à travers, on va passer à la diapo suivante, donc pour expliquer par ce schéma. Regardons, lorsqu'il y a un outil tranchant, par exemple une épine, donc il y a ici une blessure, regardons, que se passe-t-il? Donc, dans l'organisme, on a des terminaisons nerveuses, on a les capillaires sanguins, et bien évidemment, on a ici les différentes couches de la peau. Et ici, il y a cette épine qui est à l'intérieur, ce qui facilite la contamination. Donc, il y a ici une contamination par des microbes. Regardons, après la blessure, qu'est-ce que vous observez? Donc, le vaisseau, donc, il augmente de taille. Ce qu'on appelle ici, c'est une dilatation. Et puis, il y a les cellules ici blanches. Ce sont quoi? Ce sont les globules blancs, appelés leucocytes, qui arrivent au niveau du lieu de la blessure, au niveau du lieu de l'inflammation. Donc, ici, on parle de phénomène de diapidèse. Les cellules vont essayer de sortir des vaisseaux pour gagner le lieu d'inflammation. Et bien évidemment, la sortie du plasma, ce qui va aboutir à un gonflement. Il y a aussi une rougeur, c'est le plasma, et puis avec les globules rouges qui arrivent à ce niveau-là. Et aussi des réactions, ce qui va donner une chaleur. Il y a des terminaisons nerveuses. Ça va donner quoi, les terminaisons nerveuses? On a vu dans le cours précédent sur le système nerveux, les terminaisons nerveuses véhiculent des messages nerveux et qui permettent, ces messages nerveux vont donner des sensations à la fin au niveau du cerveau. Cette sensation de douleur qui renseigne sur qu'il y a un problème une blessure au niveau de cette région. Donc, ce qui permet d'expliquer les différents signes. Le schéma montre comment la réaction inflammatoire parvient la plupart du temps à stopper rapidement l'infection. Maintenant, on va s'interroger comment ces cellules, on a déjà vu que ce sont des macrophages, comment ces macrophages vont éliminer l'agent pathogène, les microbes. Donc, macrophages, vont jouer le rôle de la phagocytose. La phagocytose du microbe. Comment se fait la phagocytose? C'est ce qu'on va voir dans ce schéma. Regardons ici une cellule qui est en train d'avaler le microbe. Donc, elle englobe et puis elle l'internalise à l'intérieur. Et il y a 3 cas possibles de devenir de ce macrophage. Donc, ce que nous devons faire maintenant, donc, il faut légender ce schéma et décrire le mécanisme de la phagocytose. Est-ce qu'il est toujours efficace? Et montrer qu'il s'agit d'une immunité naturelle non spécifique. Chers élèves, alors on va essayer de répondre ensemble. Alors je vous invite à reproduire le schéma chez vous, dans votre cahier, et vous essayez de répondre à l'action. On va commencer par la légende de ce document.
en commençant par le premier élément. Qu'est-ce qu'il constitue? Bien évidemment, c'est le noyau. Ces cellules, il s'agit de macrophages qui est en train d'avaler un antigène, un microbe. Le phénomène, donc la première étape, il s'agit de l'adhésion. Elle adhère, elle s'accole avec le microbe pour l'avaler. Deuxièmement, il s'agit de l'ingestion. Et troisième étape, c'est la digestion. À l'intérieur, il y a des vésicules qui s'accolent avec ce microbe à l'intérieur pour digérer, pour détruire ce microbe. Ici, qu'est-ce qu'on observe? On a 3 cas. Le premier cas, regardons, les débris de la bactérie sont rejetés. Donc, il y a une régression de l'infection microbienne. Ça veut dire donc le macrophage a réussi à détruire le microbe et par conséquent, on a la libération des débris résultant de la destruction du microbe. Ainsi, la libération. Deuxième cas possible, la bactérie reste intacte, mais il peut se multiplier plus tard. Donc, c'est un état, on peut dire un état stationnaire. Il ne se multiplie pas, mais il n'a pas été détruit par le macrophage. Maintenant, on va voir le troisième. Observons maintenant le troisième cas. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on a symbolisé le microbe ici en bleu. Au lieu d'une cellule, regardons, on a plusieurs cellules. À quoi dû ça? Donc, il y a une multiplication de la bactérie à l'intérieur du macrophage. Regardons ici, désagrégation du noyau. Ça veut dire quoi, désagrégation du noyau? Le macrophage va être détruit. Donc, l'apparition de globules de graisse puce à l'intérieur et donc la phagocytose a échoué. Donc, il n'y a pas, les macrophages n'arrivent pas à détruire, à éliminer l'agent pathogène. Et donc, comment faire? L'organisme face de ce cas. Donc, il faut qu'il y ait autre mécanisme permettant. Donc, l'immunité naturalisée n'a pas été efficace pour éliminer cet agent pathogène, d'où l'intervention d'autres mécanismes permettant d'éliminer ce microbe. C'est ce qu'on appelle l'immunité spécifique. Et on s'interroge maintenant, l'immunité spécifique, il y a 2 types. La première type d'immunité, c'est l'immunité spécifique à médiation immorale. Pourquoi immorale? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme immoral? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, chers élèves, par cette expérience. Regardons, mise en évidence de la réponse immunitaire à médiation immorale. Regardons ici, on a des cobayes. Lot de cobayes immunisés contre la diphtérie. Donc, 3 cobayes. La diphtérie est une maladie donc, causée. Ici, donc, on a injecté la toxine diphtérique chez la cobaye A et on observe que cobaye, il est encore en survie, en état de survie. Pourquoi? Parce qu'il est déjà immunisé. Maintenant, on passe à un autre cobaye. Donc, on prélève le sérum prélevé du cobaye B et C et on l'injecte à un autre cobaye, c'est le cobaye D. Et en même temps, on injecte la toxine diphtérique responsable de la maladie de diphtérie. Qu'est-ce qu'on observe? La survie de cette cobaye. Alors que lorsqu'on injecte des lymphocytes prélevés sur B ou C, le cobaye il est mort. Comment peut-on expliquer, chers élèves, l'immunisation du cobaye D? On dit aussi qu'il devient immunisé comme les cobayes A, B et C. Comment peut-on expliquer ça? C'est grâce à quoi? Essayons de comparer, chers élèves. Comparons entre D et E. D a reçu le sérum, on a injecté le sérum prélevé sur B et C, alors que pour le cobaye E, on a injecté les lymphocytes. Donc l'injection de sérum a permis d'immuniser le cobaye D. C'est ce qu'on a noté ici. L'immunisation du cobaye D est liée à la présence de molécules dans le sérum, dans le liquide. Donc, pour cela, on dit
que c'est une immunisation par un facteur humoral qui circule dans le sérum. Donc c'est un facteur humoral qui permet, ce sont quoi? Ce sont des molécules qui permettent d'immuniser le cobaye D. Maintenant, passons à l'autre expérience. Regardons l'eau de cobaye immunisée contre le tétanos. On a injecté la toxine tétanique. On observe que ces cobayes sont en état de survie. Alors que lorsqu'on injecte la toxine diphtérique ou autres toxines microbiennes différentes, qu'est-ce qu'on observe? La mort. Ça veut dire quoi? Cette immunisation, comment il est? Est-ce qu'il se fait d'immuniser le cobaye contre un microbe alors qu'il est immunisé contre tous les microbes? Bien évidemment non. C'est ce qui est montré par cette expérience. C'est une immunisation qui est spécifique. C'est une immunisation spécifique. Et dans le facteur ici, c'est un facteur humoral par des molécules qui circulent dans le sérum. Eh bien, sans doute, on va s'interroger quelles sont ces molécules, quelle est la structure de ces molécules et comment permettre l'immunisation contre cette maladie. C'est ce qu'on montre la diapo suivante. Regardons le document. Mécanisme de l'immunité humorale. Lorsqu'on purifie le liquide, on isole cette molécule que vous voyez en forme de Y. On appelle antigène, tout d'abord, le microbe, il s'agit d'antigène, une molécule qui est reconnue comme étrangère par l'organisme et qui déclenche une réaction de défense de sa part. Antigènes, ce sont des molécules portées par des microbes, virus, bactéries, non liées à des cellules, comme le cas, on a dit, des toxines. L'analyse maintenant du sérum des cobayes immunisés, qu'est-ce qu'il a révélé? La présence des molécules en forme de Y. La forme de Y avec des extrémités par lesquelles vont se fixer sur l'agent pathogène, sur le microbe. Donc, comment se présente la structure de ces molécules? L'analyse du sérum des cobayes immunisés a révélé la présence des molécules en forme de Y. L'extrémité des bras a une forme complémentaire d'un antigène donné. Et notez, s'il vous plaît, ça, et les complémentarités entre la forme de ces molécules et qui est responsable de l'immunisation et le microbe ou l'agent pathogène, d'où la spécificité de ces molécules. Ainsi, on va les appeler des anticorps. Ces anticorps peuvent se lier spécifiquement à un anticorps, on l'appelle anticorps, qui va se lier avec un antigène précis et forme alors un complexe anticorps-antigène. Quel est le mécanisme? On pose la question, quel est le mécanisme responsable de cette réaction immunitaire, donc assuré par l'intervention des anticorps? C'est ce que je résume ici. Une fois les lymphocytes B, il y a l'intervention des cellules appelées lymphocytes B. Lorsqu'il reconnaît l'antigène, il est activé. Une fois activé, il va se diviser, plusieurs divisions, et puis se différencier. On différencie en deux types de cellules. Il y a des cellules lymphocytes B qui vont se transformer pour donner des anticorps et des lymphocytes B mémoire. Ces lymphocytes B vont donner des LB sécréteurs appelés des plasmocytes. Et regardons, chers élèves, ils sécrètent des molécules qu'on les appelle des anticorps. Ces anticorps vont se fixer sur le microbe, sur l'atome, formant un complexe antigène-anticorps. Ça veut dire qu'ils vont neutraliser l'effet de ce microbe. Supposons qu'il s'agit de toxines, d'une substance toxine qui circule dans le sang. Bien évidemment, lorsqu'il se fixe sur cette toxine, il va empêcher sa fixation sur le cible, sur la cellule cible. Le cas qu'on a l'exemple de la toxine de tétanos. La substance, la toxine sécrétée, il agit sur le système nerveux. Donc, s'il y a des anticorps, il y aura inhibition de l'effet de cette toxine. Ou c'est soit neutralisation, soit il va faciliter quoi? Regardons ici, il va faciliter la phagocytose par un macrophage.
Donc jusqu'à ici, chers élèves, on va terminer et je vous laisse et à la prochaine séance. Et merci pour votre attention.